Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la nouvelle convention collective de la métallurgie et plus particulièrement à la nouvelle classification des emplois. Alors, vous êtes nombreux à vous connecter ce matin. Nous allons peut-être commencer par nous présenter. Je suis Véronique Larue, directrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein du cabinet Secafi. Je suis accompagnée de Mathieu Ramella, consultant responsable de mission qui intervient très majoritairement dans le secteur de la métallurgie. Nous sommes ravis en fait d'échanger avec vous ce matin sur un sujet qui est un enjeu central de la nouvelle convention collective. La classification des emplois, c'est un petit peu la colonne vertébrale d'une convention collective, et la mise en place de cette nouvelle grille de classification va bouleverser les statuts sociaux, va impacter les repères de façon radicale pour les salariés. C'est donc un sujet sensible. Pour les entreprises, c'est un travail important, lourd, avec un compte à rebours pour s'approprier le nouveau système de classification dans les délais. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est aujourd'hui de vous présenter les moyens, les enjeux de la nouvelle classification et également de pointer les moyens vous permettant d'agir à la fois dans le cadre des travaux préparatoires, mais aussi dans le déploiement de cette classification au sein de votre entreprise. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions pendant le fil de notre présentation sur le chat. Nous prendrons un temps à la fin de notre intervention, un temps d'échange pour répondre à vos questions. Et bien entendu, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos interrogations, vous n'hésiterez pas à nous recontacter ultérieurement. Vous trouverez également le support téléchargeable sur le site de Secafi en fin de journée, ainsi qu'un replay de ce webinaire. Alors, pourquoi une nouvelle convention collective dans la métallurgie ? À l'origine, il y a quand même une volonté des pouvoirs publics engagés dès 2013-2014 de restructurer l'ensemble des branches professionnelles. Vous vous souvenez des lois Rebsamen, des lois travail sur l'évolution des normes. Ensuite, la métallurgie, c'est quand même une branche qui recouvre plus de 42 000 entreprises en France, plus d'1,5 million de salariés et surtout une multitude de textes conventionnels, 78 conventions collectives. Vous le savez, une convention collective nationale des cadres et ingénieurs, la convention collective nationale de la sidérurgie et 76 conventions collectives territoriales. Une multitude d'avenants, d'évolutions et de spécificités territoriales. Donc, suite à cet état des lieux réalisé par la commission paritaire, une négociation a été ouverte à compter de 2016 sur la mise en place d'un socle commun régissant les éléments d'un statut social qui serait commun à l'ensemble des salariés de la métallurgie sur la France. Alors, les négociations ont pris plusieurs années, impactées notamment par la crise Covid, mais sans doute pas que. Et elles ont abouti, donc vous le savez, le 7 février 2022, à la signature d'un texte à dimension nationale, signé par 3 organisations syndicales représentatives dans la branche, CFDT, CFE-CGC et Force ouvrière, et par l'IUMM. Alors, cette nouvelle convention collective s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 et se substituera à l'ensemble des textes que nous avons évoqués, à l'ensemble des 78 autres conventions collectives. C'est près de 7000 pages qui sont remplacées par un texte qui aujourd'hui fait 230 pages. Cette nouvelle convention collective traite donc de plusieurs thèmes. Ce matin,
on a décidé de centrer ce webinaire sur la classification des emplois, qui est un thème majeur pour l'année qui vient. Pour autant, 9 autres thèmes sont évoqués et ont été négociés dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale. Pour mémoire, donc la mise en place notamment d'une couverture nationale de branches obligatoires en protection sociale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Où en sommes-nous dans le déploiement de cette nouvelle convention collective de la métallurgie? Quel calendrier? Bien entendu, le texte à dimension nationale ne pouvait pas reprendre l'ensemble des spécificités territoriales. Donc, depuis le mois de février, ont été ouvertes des négociations sur les territoires avec l'objectif d'aboutir à la signature d'accords autonomes pouvant reprendre quelques spécificités territoriales, bien entendu, en cohérence avec le texte national. Donc, ces négociations devront prendre fin le 30 septembre 2022. Un état des lieux sera fait au mois d'octobre sur les signatures selon les territoires. Par ailleurs, Mathieu va nous l'expliquer, la convention collective prévoit une information-consultation obligatoire des instances représentatives du personnel pour lancer le système, le nouveau système de classification des emplois. Donc, certaines entreprises, certains groupes notamment, ont démarré ce processus d'information-consultation dès cette année 2022. Ils ont également démarré le travail de fond sur justement la classification, les fiches emploi et les cotations associées, ce que l'on va développer. Et puis, jusqu'à fin décembre 2022, encore quelques semaines au sein des entreprises pour préparer le passage à la couverture nationale obligatoire de protection sociale qui nécessite parfois la revue des accords d'entreprise. 2023 devrait être consacré cette fois-ci au déploiement de la classification. Donc, c'est un véritable compte à rebours qui s'annonce pour les équipes RH puisqu'elles vont devoir lancer, bien sûr, on l'a dit, la couverture nationale de protection sociale, mais surtout lancer les informations consultations et lancer le travail de fond sur les fiches emploi et les cotations. Une course contre la montre, puisque au 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective entrera en vigueur. Les services informatiques RH devront être mis à niveau puisque devront apparaître sur les bulletins de salaire des salariés la nouvelle classification. Donc, c'est un contexte complexe dans une période complexe. Alors, c'est un sujet qui est fondateur, qui est vraiment important pour les années à venir, et ça arrive d'autant plus dans une période qui est complexe. Vous devez tous le voir au quotidien dans votre entreprise, que ce soit pour l'ensemble des parties prenantes. On a des tensions sur le pouvoir d'achat, on a des enjeux autour du partage de la valeur, on a des enjeux de disponibilité et de prix des ressources, et également beaucoup d'enjeux autour de la transformation autour de la RSE, et en plus, vient se greffer ces évolutions au niveau de la convention collective et notamment sur la classification. On a identifié quelques points d'attention qui ne sont pas exhaustifs, mais qu'on peut citer, sur lesquels il va falloir être vigilant. C'est premièrement un risque de pilotage de projet par des acteurs qui sont éventuellement peu formés et éloignés du terrain. Donc là, c'est au niveau des directions, des RH par exemple. Des risques aussi d'avoir des représentants du personnel s'ils ne sont pas formés, s'ils n'ont pas de connaissances en amont, des guides paritaires, des méthodologies qui doivent être appliquées, qui risquent d'avoir des difficultés aussi de défendre dans le cas des informations consultations le bon respect de ces préconisations paritaires. On a des risques aussi de dégradation du climat social, de risques de RPS avec des tensions dans les entreprises auprès des salariés qui vont se retrouver avec une cotation différente, avec des enjeux de nouvelles classifications, de nouveaux salaires minimums ou autres.
On a des risques, en même temps, ça va se dérouler dans un contexte d'élection professionnelle pour la plupart des entreprises. On arrive sur un cycle très fort d'élection professionnelle, donc on va être dans un contexte en plus qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Des risques de déqualification pour certains salariés, des gens qui pouvaient être cadres et qui pourraient ressortir non cadres, alors à l'inverse également. Et puis, un risque, si jamais c'est pas bien réalisé ou qu'il y a des incompréhensions, des risques importants de multiplication de contentieux auprès des salariés. Alors, on va rentrer dans le détail des grands thèmes de cette classification. On va vous faire apparaître un sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Nous, ce qu'on constate, c'est que parmi les entreprises qu'on accompagne, il y a des avancées extrêmement différentes les uns par rapport aux autres, avec des grosses entreprises qui ont démarré très tôt, qui ont déjà lancé des processus d'information-consultation. Certains sont même rentrés dans des signatures d'accords de déploiement, de méthodes ou autres. Et d'autres sur lesquels les représentants du personnel n'ont même pas été informés. Donc, on va faire apparaître un sondage sur lequel vous allez pouvoir répondre pendant qu'on présentera cette partie-là, puis on fera le bilan à la suite pour voir déjà si vous, dans vos entreprises, vous avez déjà commencé l'information consultation ou si on vous a déjà informé d'une date fixée pour le démarrage de cette information consultation, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore un petit peu opaque dans votre société. Alors, le premier point, déjà, c'est pourquoi un webinaire centré sur la classification. On ne fait pas un webinaire sur l'ensemble de la convention collective, déjà parce que les sujets sont vastes. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de se concentrer sur le sujet de la classification? Tout simplement parce que sur les 9 thèmes négociés qui servent de base à la rédaction de la nouvelle convention collective, celui de la classification ressort pour nous comme prioritaire à date. Tout d'abord parce que de cette classification va découler de nombreuses évolutions pour les salariés, qui peuvent être compris dans les autres thèmes, notamment le calcul de la prime d'ancienneté, les statuts cadres, non cadres ou autres. Deuxièmement, c'est le thème sur lequel il y a une information consultation obligatoire, ça a été évoqué par Véronique tout à l'heure, qui devra être ouverte dans les entreprises sur ce sujet de la classification. Ensuite, si la mise en application, elle aura lieu seulement au 1er janvier 2024, ça peut paraître éloigné. Pour autant, le déploiement du processus, que ce soit toute la partie cartographie des emplois, rédaction des fiches emploi, cotation, ça prend beaucoup de temps pour des entreprises qui ont des multiples autres sujets à traiter au quotidien et ça nécessite un démarrage de processus très en amont. On a également des représentants du personnel qui vont devoir être vigilants quant au bon déploiement de la classification dans leurs entreprises. Et selon leur sensibilité et la qualité du dialogue social qu'il peut y avoir dans les entreprises, les représentants du personnel pourront être garant du respect de la méthodologie inscrite dans le guide paritaire. Pour cela, il faut avoir une connaissance, et ça semble essentiel, de qu'est-ce que préconise le guide paritaire. Deuxièmement, informer, accompagner les salariés au quotidien dans ce processus. Il faut savoir que vous allez avoir un certain niveau d'information en tant que représentant du personnel, mais il va falloir aussi accompagner des salariés qui se retrouvent dans ces changements et qui n'auront peut-être pas le même niveau d'information et de connaissances que vous aurez. Et enfin, troisième point, négocier éventuellement, si c'est un choix de votre part ou si le dialogue social est suffisant dans votre entreprise, un accord de méthode de mise en œuvre de cette classification. Et enfin, les autres points d'évolution de la nouvelle convention collective métallurgie, eux, auront plus vocation à s'imposer de fait dans les entreprises. On aura moins cette étape, on n'aura pas d'information consultation, on n'aura pas de discussion autour d'un accord, et elles s'imposeront de fait telles quelles, sauf si les entreprises disposent d'accords d'entreprise spécifiques, plus favorables, bien entendu. Alors, on va regarder ce processus en synthèse sur le thème de la classification. Il y a deux grands axes dans ce thème-là. Le premier, les deux sont importants, mais le premier reste fondamental, parce que si la première étape est mal faite, on aura de toute façon des difficultés à bien faire la deuxième étape. Cette première étape, c'est la formalisation des emplois. Première phase, on aura une phase d'identification. Elle permet de recenser les emplois, cartographier les emplois, ce qui nous permet derrière de définir une liste des emplois. Alors ça, c'est le point aussi qui est extrêmement important. Dans cette nouvelle classification, on parle exclusivement d'emploi. On ne parle plus de poste. On n'est pas là pour évaluer la performance d'une personne à son poste ou comment une personne quitte son poste. On est là pour évaluer et rédiger un descriptif d'emploi. Cet emploi, si vous êtes 2 personnes à être opérateur de production, si vous avez les mêmes fiches emploi, vous aurez la même cotation. Peu importe si l'un le tient mieux ou moins bien, peu importe si l'un est meilleur en communication et l'autre est un peu plus technique. À partir du moment où on vous a mis dans un même emploi, ce même emploi devra être coté de la même manière. Donc, l'enjeu est vraiment sur la capacité à lister
vraiment les emplois qui sont similaires, donc qui peuvent être des groupes d'emplois qui peuvent être regroupés, et puis des emplois qui sont différents. Deuxième étape, la description, c'est-à-dire la phase de rédaction des fiches emploi, ce qui va nous permettre d'obtenir un descriptif d'emploi. Troisième étape, l'étape de communication. Une fois que ces fiches emploi vont être rédigées, alors il faut savoir que ces fiches emploi sont rédigées par la direction, par des RH, par des managers de proximité, sauf si vous avez un accord extrêmement favorable qui dit que les IRP sont associés, mais on peut penser que les directions vont essayer de s'affranchir au maximum de se retrouver dans ces situations-là. Vient cette phase de communication où, après la rédaction des descriptifs d'emploi, ces fiches emploi sont obligatoirement transmises aux salariés concernés. Et le salarié est en capacité de réaliser des amendements éventuels, c'est-à-dire de faire des remarques en disant « il me manque, il y a telle activité que vous m'avez mise dedans, mais cette activité, je l'ai fait une fois il y a 3 ans, donc ce n'est pas une activité significative, donc ça ne devrait pas apparaître dans ma fiche emploi. » Ou à contrario, il y a des activités qui sont significatives que j'exerce régulièrement et qui n'apparaissent pas. Donc, il faut qu'elles apparaissent dedans. Ça peut être des activités, ça peut être de la communication, ça peut être tout un tas de choses. Ces amendements, donc on a cette durée, un petit peu cet échange, cette navette qui se fait entre la direction qui envoie au salarié, le salarié fait des remarques à la direction qui, derrière, encore une fois, a le pouvoir d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. Ça reste des discussions, mais effectivement, la direction aura le dernier mot à la fin, sauf si vous avez un accord qui permet, mais encore une fois, ça risque d'être compliqué. Une fois que ces descriptifs d'emploi sont validés, nous rentrons dans la deuxième étape. Cette deuxième étape est l'étape d'évaluation. On va la voir un peu plus en détail par la suite, avec 2 phases. La première phase de cotation, qui permet d'évaluer les emplois à partir du référentiel d'analyse, avec 6 critères et 10 degrés. On va le voir sur le slide suivant. Et à partir des descriptifs d'emploi, un thème utilise un seul référentiel d'analyse et un glossaire. C'est-à-dire que pour réaliser cette cotation, les instances qui ont discuté, qui ont mis en place cet accord, ont mis à disposition un référentiel d'analyse et un glossaire qui sont en libre accès, qui peuvent être disponibles pour toute personne, notamment sur le site paritaire qui a été mis en place sur Internet, et qui permet de pouvoir interpréter tel ou tel type d'analyse, ou de manière un peu plus sémantique, un glossaire qui permet de dire voilà ce qu'on entend quand on parle de processus, voilà ce qu'on entend quand on parle de tel type de communication. Donc, c'est important de s'y référer pour être sûr qu'on est en capacité de bien coter les descriptifs d'emploi. Ensuite, on a un classement qui va être la résultante en points de 6 critères classants et du 10 degrés d'exigence pour chaque critère. Et puis, le point des diplômes qui sont pris en compte dans le contenu d'un emploi uniquement quand ils sont requis par l'employeur. Et ça aussi, c'est un changement. Si l'emploi, la fiche emploi indique qu'un emploi, qu'un niveau de diplôme est requis, là, ça va entraîner automatiquement un certain niveau d'évaluation dans la grille. Si le niveau de diplôme n'est pas requis dans la fiche emploi, peu importe que la personne dispose de tel ou tel diplôme, ça n'entraînera pas de points supplémentaires. Enfin, dernière étape, dernière phase, le classement. On affecte chaque emploi dans sa classe et son groupe, et les fiches cotées sont également communiquées aux salariés qui pourront faire des remarques avec, bien entendu, des enjeux de résolution des litiges autour de ce sujet. Pourquoi est-ce que vous m'avez mis seulement 3 en communication alors que mon descriptif d'emploi indique bien que j'ai de la communication à la fois en interne, en externe, avec des interlocuteurs de haut niveau. Donc, c'est un point important. Donc, j'estime que j'aurais dû avoir une cotation de 6 quand je me base sur le référentiel d'analyse du guide paritaire. Alors, sur cette grille, ce qu'il faut savoir aussi, un point important, c'est que c'est un système qui se veut commun à toutes les entreprises associées à la CCN de la métallurgie. C'est-à-dire que cette méthodologie qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, vous ne pouvez pas signer un accord en interne où une entreprise ne peut pas imposer une méthodologie différente. Elle s'impose de fait dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises doivent obligatoirement suivre le processus que je vous ai présenté, utiliser la grille que je vais vous présenter par la suite et utiliser toute cette méthodologie. On ne peut pas s'affranchir de cette méthodologie. Et là où votre rôle est important, c'est aussi de veiller au bon respect de cette méthodologie. Donc, c'est un système qui doit permettre d'évaluer et de classer tous les emplois. Encore une fois, on parle d'emploi, pas de poste. Cadre et non cadre. Vous avez sûrement remarqué que la disparition des ouvriers, des États ou autres, la nouvelle convention collective fait état de cadre et de non cadre.
sans être un système d'évaluation individuelle des salariés. On n'évalue pas le salarié, on évalue l'emploi, peu importe la personne qui occupe l'emploi, qui l'occupera demain, c'est l'emploi qui va être coté. Il doit permettre de mieux structurer l'organisation et de fournir une base de référence pour les salaires minimaux hiérarchiques conventionnels. On y reviendra sur le slide suivant. Et puis, à partir d'un travail généralisé de description du contenu des emplois au sein de l'entreprise, ce système utilise une seule et même grille de classification dont le classement, la cotation, va être la résultante en point de 6 critères classants. Donc, vous les voyez au-dessus, complexité de l'activité, connaissance, autonomie, contribution, encadrement, coopération et communication, et de 10 degrés d'exigence pour chaque critère, où là, dans le référentiel du guide paritaire, vous avez pour chaque degré une explication de ce qu'on attend de l'emploi en termes de complexité, en termes de connaissances, en termes de communication. Les diplômes sont pris en compte dans le contenu de l'emploi quand ils sont exigés, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Et autre point très important, les critères sont indépendants les uns des autres et ont tous le même poids. C'est-à-dire un 8 points en communication équivaut à un 8 points en complexité de l'activité. On ne peut pas non plus, dans une entreprise, dire bah non, ce qui nous intéresse, c'est la complexité de l'activité, la communication, ce n'est pas un sujet, la contribution, ce n'est pas un sujet, l'autonomie non plus. Non, tous les critères ont le même poids. Au niveau des SMH, alors il s'agit d'un thème qui, s'appuyant sur une grille unique définissant des salaires minimaux hiérarchiques, donc les SMH, découle directement du travail de classification des emplois. D'où l'importance d'une classification cohérence et juste des emplois. Donc on l'a vu tout à l'heure, première étape, il faut absolument bien réaliser les fiches emploi, et veiller à ce que les fiches emploi correspondent réellement à l'activité de ces emplois. Deuxième étape, réaliser une cotation juste à partir du référentiel d'analyse. Si le travail a été bien fait, on obtient une cotation qui doit être à peu près juste et qui permet derrière de mettre en œuvre en face une classe d'emploi, un groupe d'emploi et donc y mettre un salaire minimum hiérarchique en face. Aujourd'hui, il y a une grille qui est sortie en début d'année qui ont été calculées en 2021 avec une inflation projetée à 2% par an sur 2024. On ne vous a pas mis ces grilles en face de salaires telles qu'elles ont été faites. Pourquoi ? Parce que le travail qui a été réalisé était sur une base d'inflation projetée à 2% par an en 2024. Vous voyez bien que vu les niveaux d'inflation actuels, ce point sera revu et devra être réévalué dans les mois qui viennent pour avoir une grille un peu plus cohérente au démarrage du 1er janvier 2024. Mais après, si vous la cherchez, vous pouvez la retrouver sur Internet telle qu'elle avait été établie pour vous donner une idée. Mais ça devrait être de toute façon réévalué parce que c'est décorrélé de ce qui se passe en ce moment. Les points d'attention. Le rôle des IRP, ça va être avant tout de faire respecter la méthodologie de la mise en œuvre de la nouvelle classification et d'être en capacité d'informer et d'accompagner les salariés. Donc, ça semble aujourd'hui indispensable que les IRP maîtrisent les préconisations du guide pédagogique paritaire. C'est vraiment le rôle demain que vous aurez dans votre entreprise. Sur la méthode de travail, il va être indispensable de rappeler, tout d'abord, qu'une information-consultation doit avoir lieu dans l'entreprise. La présentation par la direction de la méthode de travail pour répondre aux enjeux de la classification est quelque chose qui est incontournable. Si la direction avance et est en train de faire les rédactions des fiches, les cotations sans vous avoir informé, consulté, on a quand même un vrai problème parce que vous ne pouvez pas exercer votre rôle de contrôle qu'on applique bien la bonne méthodologie. Deuxièmement, que le sujet doit se gérer comme tout projet. Donc pour vous, c'est indispensable pour vous de connaître l'équipe qui est dédiée, son niveau de compétence, le planning mis en œuvre, les règles de travail, les étapes, les modalités de communication. Il est également essentiel que l'entreprise dispose d'une cartographie des emplois, par domaine, métier, site, direction, qui est à jour. Beaucoup d'entreprises, peut-être des plus grosses, ont des GPEC, GEPP qui sont réalisés assez régulièrement. Pour d'autres, on constate dans certaines entreprises qu'on avait auparavant des fiches emploi où des gens étaient positionnés sur des emplois ou des fiches de poste qui n'avaient pas évolué depuis 20 ans et qui vont devoir être nécessairement mises à jour. Donc là, vous voyez le chantier qui peut être extrêmement important dans les entreprises, de remise à jour de cette cartographie des emplois pour rédiger des descriptifs d'emploi qui collent vraiment à la réalité. Enfin, il est indispensable de mettre en œuvre tout ce qui concourt à la bonne information et compréhension des salariés au moment de la remise des résultats de la cotation. Donc, c'est important que vous soyez vigilant aussi, que votre direction fasse une communication suffisante, pertinente, efficace auprès des salariés pour qu'ils soient en capacité de comprendre exactement le processus qui est en train de se dérouler et comment est-ce qu'ils vont être capables à un moment de pouvoir intervenir ou peser dans les discussions.
Sur les cotations d'emploi, on a un guide pédagogique paritaire qui rappelle que pour réaliser une cotation objective, il est essentiel que les acteurs soient formés. Et ça, c'est très important. C'est aussi le but de ce webinaire aujourd'hui. Et il est essentiel que demain, vous soyez en capacité de maîtriser ces sujets-là, de connaître à minima les grands enjeux autour du guide paritaire, de vous être renseigné sur la méthodologie pour pouvoir jouer pleinement votre rôle dans ce processus. Deuxièmement, une réflexion collective sur la cotation qui permet un croisement des regards, qui confronte les idées et qui limite potentiellement les incompréhensions. C'est-à-dire que si on a des cotations qui sont réalisées par un seul RH qui ne connaît pas les emplois, qui fait ça dans son coin, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de réellement pertinent et objectif. De la même manière, un manager qui fait ça tout seul dans son coin, on peut tomber également sur des enjeux où on se met à évaluer des gens au lieu d'évaluer des emplois. Donc vraiment, il est important que ce soit réalisé plus par un groupe de travail et il nous semble, pour nous en tout cas, essentiel qu'il y ait au moins 2 personnes qui travaillent avec peut-être une doublette RH manager sur le travail de descriptif d'emploi et surtout de cotation pour éviter les écarts d'évaluation un petit peu trop subjectifs. La permanence d'un groupe de cotation est importante aussi pour assurer une homogénéité d'approche, c'est-à-dire pas avoir 50 managers qui font ça dans leur coin, qui ne discutent pas entre eux. Donc, il faut qu'il y ait une constitution d'un groupe qui discute entre eux et qui reste homogène. De même, un travail par domaine professionnel va être à privilégier pour amplifier la cohérence sur certains domaines. Sur la communication, le guide pédagogique paritaire, il rappelle également qu'un support d'information pour l'ensemble des salariés est recommandé, principalement pour les entreprises dépourvues d'instances, mais pas que. Il faut qu'on puisse communiquer efficacement auprès des salariés. Et puis qu'une communication écrite doit avoir lieu pour informer chaque salarié de sa description d'emploi et de sa cotation. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la navette qui devrait être réalisée auprès des salariés pour qu'ils puissent exprimer et discuter par rapport au descriptif d'emploi et aux cotations qui ont été réalisées. Enfin, sur l'accompagnement des salariés, le guide pédagogique paritaire, il rappelle que chaque salarié peut apporter des éléments descriptifs complémentaires à sa fiche emploi et il peut demander des explications complémentaires quant à la cotation retenue. Si le salarié maintient son compréhension, il peut soumettre le sujet aux instances compétentes pour aider à la résolution du litige. Là aussi, ce sont des points à discuter, soit dans le cadre de l'information-consultation, soit dans le cadre, si vous rentrez éventuellement dans une négociation d'accord, de savoir comment est-ce qu'on résout les litiges pour éviter de se retrouver avec des multiples risques contentieux prud'homaux. Est-ce qu'on met en place un comité de résolution des litiges en interne qui est paritaire entre représentants du personnel et direction pour essayer de résoudre les problèmes et les incompréhensions éventuelles pour éviter de se retrouver avec des tensions dans les entreprises, sachant qu'on est déjà dans des climats de tensions actuellement à cause des multiples sujets qu'on a évoqués de manière antérieure. Quelques points clés dans le cas où vous négociez un accord autour de la classification. Donc, si vous faites ce choix-là, il y a des éléments qui sont indispensables à voir apparaître. Premièrement, le rappel de la méthodologie de classification des emplois selon le guide paritaire, les calendriers de déploiement, les cartographies des emplois, les modalités de formation des acteurs concernés au principe de la classification, que ce soit les cotateurs, managers, salariés, modalités de rédaction des fiches emploi, cotation et classement des emplois, tout ce qui tourne autour de la communication des fiches emploi et des classements aux salariés, ainsi que les modalités de recours, et enfin les moyens accordés aux instances pour pouvoir suivre le projet. Voilà sur les grandes lignes. On a essayé de faire ressortir les principaux points. Alors, on va regarder sur le sondage ce qui a été… les résultats. Les résultats si vous avez du sondage. Voter, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a quelques points de son. Bon, alors peut-être on verra si nous avons les résultats du sondage dans un petit moment. Je vais peut-être poursuivre sur finalement comment pouvons-nous vous accompagner. Alors, vous avez écouté Mathieu, c'est un sujet très technique, c'est la mise en place de cette nouvelle classification qui laisse peu de place à à l'impréparation. Hein. Il faut anticiper, peu d'improvisation puisqu'il faut suivre la méthodologie décrite dans le guide paritaire des négociateurs. Alors, on constate que dans de nombreuses entreprises, il y a une forte mobilisation déjà des équipes RH, des managers. Ils se sont formés, souvent ils se font accompagner par des cabinets de conseil. Il nous semble fondamental que les représentants du personnel
soient en mesure de comprendre la méthode qui est déployée par leur employeur pour cette classification, en mesure de la challenger, et puis également en mesure de répondre aux questions qui vont immanquablement leur être posées par les salariés qui, on l'a dit, vont être assez inquiets des potentielles cotations de leur emploi. Alors, nous avons développé donc une offre de formation qui, ça y est prête. Une équipe de consultants au sein de CECAFI s'est formée plus particulièrement donc, à la classification. On vous propose une formation d'une journée à destination du CSE avec comme objectif de faire prendre conscience des enjeux de cette classification, identifier les principales modifications que cela va impliquer pour les salariés, comprendre le rôle du CSE dans le processus de modification de la nouvelle convention collective nationale et surtout être capable d'intégrer dans l'avis qui va devoir être rendu à la fin de cette information-consultation, intégrer des éléments, notamment d'amélioration de la conduite du changement dans l'intérêt des salariés. Alors, cette offre de formation donc, va se déployer. N'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez peut-être dans le chat un lien pour prendre connaissance du flyer. Vous pourrez également vous connecter sur le site internet CECAFI pour avoir un peu plus d'informations, mais n'hésitez pas à contacter soit les équipes CECAFI avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler ou nous rappeler, vous aurez les coordonnées sur le support. Alors, au-delà de cette formation, bien entendu, nous pouvons dès maintenant vous accompagner si votre employeur fait le choix de proposer la négociation d'un accord de méthode ou d'un accord de déploiement autour de la classification. Et plus globalement, bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous répondre à vos questions dans le cadre de l'information consultation des CSE qui est donc obligatoire. Plus largement, à partir de 2023, vous savez, vous avez donc la possibilité de recourir à une expertise légale dans le cadre de l'analyse de la politique sociale et des conditions de travail. Ça nous semble l'outil le plus adapté pour travailler avec votre expert sur le déploiement de cette classification. Alors, dans le cadre du cadrage, vous avez l'habitude du cadrage avec votre expert. Vous pourrez affiner les points que vous souhaitez traiter. Par exemple, on pourra vous accompagner sur une analyse critique de la conduite du projet. Mathieu l'a dit, c'est très important de revenir sur le calendrier, l'implication des acteurs, l'état des lieux des travaux à réaliser, mais aussi sur l'impact de cette classification sur la structure de qualification, travailler aussi un peu en anticipation sur l'état des lieux des accords d'entreprise qui vont devoir être dépoussiérés, mis à jour avec cette nouvelle classification à compter de janvier 2024. Travailler également sur les impacts sur les rémunérations de cette nouvelle classification, l'impact sur les organisations. Et puis, au-delà, on peut également vous faire un focus sur un chiffrage de l'impact financier de la protection sociale obligatoire qui se met en place à compter du 1er janvier 2023. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre disposition. On n'a pas regardé notre prompteur. On va consacrer le temps qu'il nous reste à répondre à vos questions. Donc, on peut les reprendre peut-être on va reprendre les questions dans l'ordre. Alors, on n'a pas les résultats du sondage, mais ce que l'on peut percevoir, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de réactions, d'absence d'informations, consultations lancées dans les entreprises. Donc, on le rappelle, cette information est bien obligatoire. Certaines entreprises ont commencé dès 2022, d'autres n'ont absolument pas commencé à travailler ni communiquer sur le sujet.
Vous pouvez, je pense qu'on peut prendre ce point, vous pouvez solliciter, vous rapprocher de votre employeur et solliciter, Mathieu l'a dit, l'ouverture d'une information de consultation si vous avez le sentiment qu'un travail est déjà enclenché sur les fiches emploi et que vous n'avez pas été informé, consulté. Oui, il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre une information de consultation avant une date ou une autre. Par contre, vu le chantier tel qu'il existe aujourd'hui et le travail qui doit être réalisé, à moins que vous ayez des équipes RH et des managers extrêmement efficients et que vous ayez une cartographie des emplois absolument à jour, sinon, il semble essentiel de commencer très rapidement et donc potentiellement de démarrer une information de consultation effectivement avant fin décembre. Ceux qui pensent qu'un démarrage dans certaines entreprises, on a le temps, c'est 1er janvier 2024, on fera ça en septembre 2023, ça semble totalement ingérable. Il faut vraiment anticiper. Donc, n'hésitez pas à le pousser dans votre entreprise. En tout cas, l'évoquer en réunion de CSE. Quand est-ce qu'on démarre l'infoconsulte? Enfin, comment est-ce que vous envisagez? Où est-ce que vous en êtes, vous, en tant que direction, sur ce sujet-là? Alors, peut-être pour compléter une question… que se passe-t-il si la direction ne veut pas être accompagnée par les IRP dans l'ordre de ce processus? Quel recours pour les élus? Mathieu l'a dit, donc, la seule obligation prévue par la convention collective, c'est l'information-consultation. Donc, ensuite, vous pourrez aider les salariés donc sur la cotation de leur fiche emploi, les aider à challenger la direction dans cet espace navette d'échange entre l'employeur et le salarié, mais pas d'autre recours à ce stade si la direction ne souhaite pas vous associer plus à ce travail. Votre rôle minimum sera, s'il n'y a vraiment pas de discussion possible avec votre direction, en tout cas de veiller à ce qu'ils respectent à minima la méthodologie telle qu'elle est évoquée dans le guide paritaire. Aucune entreprise ne peut s'affranchir de la méthodologie. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas aller signer un accord dans une entreprise qui prévoit une grille de classification différente, une méthodologie différente ou autre. Ça, c'est gravé dans le marbre et ça doit être appliqué dans votre entreprise. Donc, votre premier rôle, votre rôle minimum, on va dire, va être celui-là. Après, ça dépend du dialogue social. On le sait que malheureusement, il y a des entreprises qui sont ouvertes à la discussion et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y avait une question sur la pesée des postes. Alors, la pesée des postes, elle peut permettre en partie de rédiger des fiches emploi. Pour autant, la rédaction d'une fiche emploi, ce n'est pas uniquement de la pesée des postes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il faut que la fiche emploi aborde les 6 critères. Donc, il faut aussi qu'elle aborde les enjeux autour de la communication, de la contribution, de l'autonomie, de l'encadrement, d'éléments comme ça. Donc, juste s'arrêter à une pesée de poste, ça peut servir, bien entendu, à lister les activités significatives pour aller sur certains thèmes, mais ça ne constitue pas l'ensemble d'un descriptif de poste. Alors, est-ce que la direction peut transposer les coefficients actuels avec la nouvelle classification? Donc, on le rappelle, il n'y a aucune transposition possible. On part bien, Mathieu l'a largement expliqué, d'une nouvelle classification qui sera identique dans l'ensemble des entreprises de la métallurgie en France. C'était un des objectifs aussi des négociateurs. Alors, on continue à lire les questions. Qui décide des personnes qui pourraient être dans le groupe de travail de la classification? Donc là encore, rien n'est prévu formellement dans le texte. Donc, il s'agit vraiment d'un échange entre la direction et les organisations syndicales sur la mise en place ou pas de groupes paritaires, sur la position que vous souhaitez prendre dans ce travail. Ce qui nous semble vraiment important, c'est que vous soyez en mesure de comprendre comment la fiche emploi a été bâtie et comprendre la cotation, pouvoir l'expliquer aux salariés et pouvoir l'aider, le cas échéant, à challenger cette cotation. Ensuite, le positionnement de savoir si vous cotez ou pas avec la direction, ça c'est une approche qui peut être prise par chaque CSE et organisation syndicale, mais en tout cas, il est vraiment fondamental que vous puissiez les challenger.
Alors, je vois qu'il y a des sujets, bien entendu, qu'il y a une inquiétude forte dans beaucoup d'entreprises sur les baisses des rémunérations. Voilà, donc beaucoup ont répondu. Effectivement, il ne peut pas y avoir de baisse de rémunération. On ne peut pas vous baisser votre rémunération, sauf si vous signez un avenant, enfin un nouveau contrat de travail qui vous fait prendre un poste qui est moins rémunéré. Mais en tout cas, on ne peut pas vous imposer une baisse de rémunération, même si vous avez une cotation qui ressort inférieure à ce que vous aviez auparavant. De la même manière, si vous étiez cadre auparavant et que vous ressortez non cadre, vous n'allez pas perdre votre statut de cadre tant que vous ne changez pas d'emploi et donc vous ne changez pas de contrat de travail. Pour autant, ce qui est évoqué aussi par beaucoup de personnes, le risque est de plafonnement. Quelqu'un qui ressortirait avec une cotation et un salaire minimum bien inférieur à ce qu'il touche actuellement, le risque, c'est qu'on dise, vu qu'il est bien au-dessus aujourd'hui, il risque d'être sur une période de stagnation. Par contre, il y a une garantie de rémunération qui reste, et dans n'importe quelle entreprise, de toute façon, on ne peut pas baisser de manière unilatérale, à part des accords de performance ou autres. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de possibilité, ça ne devrait pas entraîner de rémunération. Mais le risque de plafonnement, effectivement, existe. Et au-delà du sujet rémunération, il y a aussi un véritable sujet de reconnaissance des personnes qui avant étaient avec d'autres personnes au même niveau, qui demain se retrouvent en décalage. C'est ça qui risque d'entraîner beaucoup de tensions aussi dans les entreprises, sur lesquelles il va falloir être vigilant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que ce travail de descriptif d'emploi soit parfaitement réalisé par des gens formés à partir d'une méthodologie et que ce soit fait de la manière la plus transparente possible pour éviter tous les risques de tension. Peut-être un point qui a été évoqué dans le chat, qui communique. Mathieu l'a dit, il est important qu'une communication soit faite sur cette nouvelle classification. On l'a vu, on travaille avec différents CSE. Dans certaines entreprises, ce sont les organisations syndicales qui ont pu prendre la main sur la communication auprès des salariés. On a vu assez peu d'entreprises de direction communiquer dès maintenant auprès des salariés. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, vous pouvez prendre la main aussi pour à la fois expliquer et rassurer peut-être, puisqu'il y a des risques, des opportunités dans cette nouvelle classification. Donc, vous pouvez communiquer auprès des salariés sur les échéances, le calendrier et la méthode. Et le droit des salariés à réagir face à la fiche d'emploi qui leur sera soumise. Je vois qu'il y a une question sur la prime d'ancienneté. Alors, on est resté essentiellement sur la classification aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme on vous le dit, c'est le sujet qui va se traiter à partir de maintenant jusqu'à 2024. La prime d'ancienneté, ça s'appliquera et de manière un petit peu automatique au 1er janvier 2024. On fera probablement, possiblement un webinaire par la suite sur des évolutions juridiques, mais ce sera après. Ce qui nous semble important, c'était de traiter ce sujet-là aujourd'hui. Pour information, la prime d'ancienneté ne disparaît pas. Par contre, le calcul va être modifié et il y a effectivement une garantie de maintien pour que les gens qui auraient un nouveau calcul moins favorable qu'auparavant puissent maintenir leur niveau de prime d'ancienneté. Encore une fois, pas de baisse, mais un risque de stagnation aussi possible pour certaines personnes. Il y avait une question également sur comment définir le collège électoral pour les prochaines élections avec la nouvelle convention qui doit bousculer les collèges actuels. C'est effectivement une question que beaucoup de représentants du personnel se posent. Il faut avoir en tête que jusqu'ici, dans tous les cas, la constitution des collèges électoraux, c'était une négociation dans le cadre du PAP. Donc, c'était déjà quelque chose qui n'était pas forcément totalement formalisé. Donc, demain, effectivement, il va falloir discuter dans les PAP effectivement, on n'a plus les ouvriers, on n'a plus les états, on n'a que des cadres et des non-cadres. Il va falloir définir les collèges en fonction des coefficients ou autres en discussion. Mais indirectement, c'était déjà le cas auparavant. Simplement, par facilité, on s'appuyait sur ces employés, états, agents de maîtrise ou autres. Mais fondamentalement, sinon, ça ne change pas le fait que ça reste une discussion qui est à intégrer dans le PAP. Peut-être préciser également, certains ont noté dans le chat que des accords autonomes avaient été signés sur leur territoire. Cette nouvelle convention collective, effectivement, pour certains territoires, ça peut amener à des pertes d'avantages. Pour d'autres, au contraire,
Vous n'êtes pas tous égaux selon les départements. Pour d'autres, au contraire, c'est une opportunité et une avancée sur certains droits. Voilà, mais écoutez, sauf si Mathieu, tu vois une autre question à laquelle nous n'aurions pas répondu. Je vous l'ai dit, hein, nous restons à votre disposition. Beaucoup de questions sur l'accès à la fois au support et au webinaire. Donc, je le répète, donc vous pourrez vous connecter dès ce soir sur le site internet Sticafil. Il y a un onglet, c'est assez simple à identifier. Vous pourrez télécharger le support et télécharger également le webinaire en replay. On est désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir de son au démarrage de notre intervention. En tout cas, peut-être pour conclure, hein, c'est vraiment un sujet important. Il reste près de un peu plus d'une année avant le déploiement de cette nouvelle classification. Nous vous invitons vraiment à essayer de vous emparer du sujet, à garder la place que vous souhaitez dans le dispositif par rapport à vos employeurs, et en tout cas être en capacité de challenger, de comprendre comment la classification et la cotation des emplois a été faite. Peut-être prendre une minute je vois qu'effectivement, il y avait un onglet questions, voir si on a juste balayé, si on a tout traité, parce qu'on s'est remarqué qu'on n'avait pas traité. Un changement en termes de nombre de collèges, ça dépendra de votre. C'est vous qui le négocierez au niveau du protocole d'accord préélectoral. C'est vous qui avez la main pour discuter ce point-là avec votre direction. Une liste de points abordés lors de l'accord de méthode a-t-elle été établie? Je vous ai défini les grands axes et les grands points qui doivent apparaître. Après, effectivement, il y a possibilité de rentrer un peu plus dans le détail, mais si vous partez des principaux axes qui ont été présentés, vous devrez avoir les sujets essentiels. N'hésitez pas à nous solliciter. Exactement. On a vu passer un certain nombre d'accords ont déjà été signés, on essaie de les recenser, donc voilà, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce point. Le recours en cas de mauvaise cotation, il y a le comité de résolution des litiges, s'il y en a un qui est prévu dans votre entreprise, soit par accord, soit par discussion dans le cadre de l'infoconsulte. Sinon, le dernier recours, ça reste un recours prud'homal pour un salarié qui se sentirait lésé. Est-ce qu'on peut encore avoir des augmentations de coef ou d'échelons ne peuvent plus le faire? Si, on peut toujours avoir jusqu'à l'entrée en vigueur, il n'y aura pas de sujet, c'est toujours une possibilité. Au cours de 2023, il est encore possible d'avoir des évolutions. Oui. Les arguments pour pousser l'accord de méthode, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est leur faire comprendre que si c'est fait dans leur coin par la direction et c'est mal fait, il y a un vrai risque de grogne sociale, de tension, on est déjà dans des situations très compliquées dans les entreprises. Si on y rajoute quelque chose qui est mal fait, mal communiqué, ça risque d'être explosif à début 2024. Donc, je pense que les entreprises ont tout intérêt à faire en sorte que ça se passe le mieux possible et en concertation avec les représentants du personnel. C'est vraiment l'argument de démarrage pour aller là-dessus. Ce que l'on peut craindre sur la position des RH et des managers sur cette nouvelle classification, c'est finalement aujourd'hui, il y a énormément d'autres sujets à traiter, des sujets d'urgence. Et on a ce calendrier qui court en parallèle avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, comment vont-ils gérer les priorités? C'est pour ça que vous devez aussi être actif pour les challenger sur le lancement de ce travail. Rien n'est prévu pour les représentants du personnel qui consacrent un temps significatif pour leur mandat. Effectivement, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas traité. Et un salarié qui sera 90% en délégation, il sera sur un emploi, il sera positionné sur une fiche emploi alors que ça représente que 10%. C'est effectivement un problème et qui n'a pas été résolu dans le cadre de cette nouvelle convention collective et qui reste un vide et un point dessus. Et on peut se poser la question effectivement de l'évaluation dessus. Quel argument on a vu? Protection sociale, on peut y réfléchir, l'impact sur les primes d'ancienneté. Alors ça, je vous dis, ça fera vocation éventuellement d'un autre webinaire qu'on fera par la suite. Les nouvelles grilles de rémunération minimale UIMM, ça va être discuté de manière paritaire entre les différents acteurs.
si je change de poste, je signe obligatoirement un avenant et cours le risque. Ça, c'est comme si vous changez à n'importe quel moment de contrat de travail. Si à un moment dans votre entreprise, soit on vous fait passer d'un poste à un autre sans modification du contrat de travail, et dans ce cas-là, on ne peut pas baisser votre rémunération, soit on vous propose un nouveau contrat de travail dans votre entreprise, et c'est vous qui acceptez la baisse de rémunération s'il y en a une. Mais dans tous les cas, on ne peut pas vous l'imposer. Et on finira peut-être sur ce point de bien avoir en tête que le poste, ce n'est pas l'emploi. Dans cette nouvelle convention collective, on va bien faire des fiches emploi avec une cotation de l'emploi. C'est un petit peu toute la différence par rapport à ce qui existait dans la classification antérieure. Je réponds à la question sur le délai entre la communication de la cotation de l'emploi et une éventuelle contestation. Normalement, il est prévu qu'il y a un mois pour envoyer la fiche descriptive et que le salarié puisse faire un retour derrière à sa direction. C'est prévu. Il y a un délai légal qui est prévu en ce sens. Compte tenu de l'horaire. Ouais, compte tenu de l'horaire, je pense qu'on a essayé de traiter un petit peu la grande majorité des questions. On espère que ça vous a éclairé. C'est un premier vernis. On est sur un format court. On a essayé de vous mettre en avant les principaux points d'information. N'hésitez pas à vous former, à vous informer pour être en capacité d'accompagner ce changement dans les années à venir. Et on reste bien entendu à votre disposition pour vous accompagner au besoin. Voilà, donc on vous laisse retourner sur le site Secafi pour télécharger le support et le webinaire en replay. Merci à tous et puis on est ravis de partager cet échange avec vous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.